Bienvenue sur Gabon 24. Dans le cadre du One Forest Summit, nous recevons Doga Dogui. Il est consultant international, Chairman Africa SNB Forum. Je le reçois afin de parler de finances vertes. Bonjour, bienvenue monsieur. Merci. Alors, on entend très souvent parler de finances vertes. Qu'en est-il exactement? Vous savez, dans le monde de la finance, dans le financement des entreprises, chaque année, chaque période, l'innovation est à son comble. Aujourd'hui, nous parlons développement durable, nous parlons investissement inclusif, nous parlons solutions pour que ceux qui mettent de l'argent dans notre entreprise respectent un certain nombre de valeurs et de normes. La finance verte, c'est comment est-ce que l'investissement que je mets est au service du développement tout en protégeant la planète, tout en protégeant notre avenir commun. Et donc la finance verte, c'est ça, c'est-à-dire investir dans des outils de production qui permettent à l'humanité de continuer à vivre, à s'habiller, à se vêtir, à se déplacer, etc., sans être impactant sur notre avenir et ceux de nos enfants. Est-ce qu'il y a une similitude entre l'économie verte et la finance verte? Ben, la finance est le bras armé de l'économie. Donc s'il y a économie verte, il y a finance verte. Il y a donc une adéquation, j'allais dire un parallèle, entre les investissements, les fonds qu'on mobilise pour le développement, les fonds qu'on mobilise pour la création de valeur, et puis, j'allais dire, l'économie en général elle-même. Choisir ce type de financement, choisir qui finance, choisir qu'est-ce qu'on finance, c'est une manière aussi d'accompagner un développement qu'on appelle développement durable, développement inclusif. Comment ne pas impacter dans la vie de tous les jours l'avenir de la planète en choisissant les secteurs dans lesquels les investisseurs, les banquiers, les fonds d'investissement, les particuliers mettent leur argent. Vous faites bien de poser la question, qu'est-ce qu'on finance, puisque aujourd'hui, il y a des projets pour la transition écologique, notamment on parle de ces projets innovants dans le bassin de la forêt, le bassin du Congo. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il faut financer ces projets-là, mais comment également les financer? Il y a deux débats. Il y a le débat sur qu'est-ce que nous faisons, notamment en Afrique, pour rattraper notre retard de développement. Dans le monde, le débat, les Occidentaux, en général, disent qu'il faut faire attention à l'impact que nous avons sur la planète, sachant qu'ils ont eu plusieurs siècles d'investissement dans le développement. Et l'Afrique dit en général, écoutez, vous avez assez pollué, il faut que nous ayons au moins un minimum d'impact, bien sûr, sur la nature, si nous voulons nous développer. Quand dans un pays, il n'y a pas d'infrastructures routières, de chemins de fer, des ponts et des barrages, les construire, investir, aura forcément un impact sur l'environnement. Simplement, il faut faire une adéquation, un équilibre entre l'investissement impactant dans la vie de tous les jours, écologiquement, et puis l'investissement impactant dans la vie humaine. On ne peut pas continuer, j'allais dire, à circuler avec des moyens qui ne sont pas des moyens modernes. Et ces moyens modernes sont impactants. Donc, le plus important, c'est quel équilibre nous avons, parce qu'il y a une conscience quand même africaine. Ce n'est pas parce que nous avons un retard à rattraper qu'on va faire n'importe quoi. Il faut donc accepter qu'une partie des investissements pour permettre le développement et le rattrapage du retard de l'Afrique se fasse au détriment de la nature. Et je dirais, aujourd'hui, certaines firmes occidentales achètent le droit à polluer, puisque dans le marché carbone, c'est ça. Puisque j'ai encore un potentiel, je vais mettre de l'argent auprès de celui qui a bien travaillé, qui a préservé la nature, qui est bien doté, notamment le Gabon en forêt. Et bon, c'est bien. Simplement, il faut que nous aussi, nous ayons notre droit à se développer en respectant un minimum d'impact. Mais on ne pourra pas avoir zéro impact. Or, il faudra bien avoir de plus en plus de véhicules pour se déplacer, avoir des trains, ouvrir des voies. Tout ceci, c'est du développement avec un impact sur la nature. Alors, les pays africains dénoncent une injustice au niveau des articles 5 et 6 de l'accord de Paris. Quelle est votre lecture? Je pense que, d'abord, les pays africains ont raison de dénoncer. On ne peut pas être juge et parti, peut-être, mais on ne peut pas demander tout et son contraire. L'accord de Paris a été un accord équilibré au départ. La question aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de cet accord.
Et c'est le fait que chaque partie respecte ses engagements. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas réuni de la part des plus grands pollueurs de la planète les investissements pour lesquels ils étaient censés mettre de l'argent sur la table. Je dirais, même si j'étais un peu provocant, il me semble que ce soit même volontaire. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. On voit bien avec les crises que nous avons vécues ces dernières années qu'on a trouvé de l'argent. Donc, autant on a du mal à trouver de l'argent quand on ne veut pas, pour lutter contre le paludisme, pour un certain nombre de choses. Pour les vaccins, contre le Covid, on a trouvé de l'argent. Pour la bataille en ce moment sur l'Ukraine, on trouve de l'argent. Donc, je crois qu'il va falloir aussi être un peu plus mordant dans la manière dont l'Afrique parle d'une voix dans le Conseil des Nations pour qu'elle soit respectée. Il faut avoir une posture de partenaire qui a besoin de respect plutôt que de solliciter de l'aide constamment. La main qui demande est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Alors, lors des interventions durant ce One Forest Summit, il y a que certaines personnes ont dit que les bailleurs de fonds ont du mal à faire confiance aux projets présentés par les Africains. Parce qu'il y a un fonds pour l'environnement. Pourquoi ce fonds irait d'abord aux Nations Unies avant qu'il ne descende au niveau des fonds qui sont mis en place dans la forêt du bassin du Congo? Alors, quel est votre commentaire là-dessus? Ceux qui réagissent ont raison de pointer du doigt une question. C'est la question de la maîtrise de notre avenir. Nous avons collectivement confié à des institutions qui ne sont pas représentatives du monde entier, qui sont détenues par les plus forts, par les puissances occidentales en général, même si la Russie et la Chine essaient de contrebalancer. Et donc c'est dans ces instances-là que se décident les trajectoires, les arbitrages. Et donc on est le parent pauvre, un peu avec l'Amérique latine, on va s'en dire, de ceux qui, au lieu de recevoir ce qui leur est dû, doivent aller en posture de quémandeur. Et je pense que c'est parce que nous ne sommes pas assez forts pour taper du poing sur la table en nous appuyant sur nos acquis. Tout le monde sait que ce continent, l'Afrique, est le plus riche du monde. Il est doté, il a des réserves, il a une base. Il faut savoir jouer la compensation. Il faut savoir dire, mes richesses, je les exploiterai avec vous à condition. Ça peut friser le chantage. Un partenariat de mais il faut 50... gagnant-gagnant. Voilà. Et pour ça, il faut être celui qui impose. Moi, je prends souvent l'exemple d'un pays que j'aime bien, qui est le Botswana. C'est-à-dire qu'il a trouvé une manière de faire en sorte que sa principale richesse, le diamant, soit maîtrisée, structurée, cotée financièrement chez lui. Et donc, si vous voulez venir exploiter mon diamant, vous le ferez à mes conditions. Et mes conditions, après il faut une gouvernance, mes conditions, c'est que quand vous l'exploitez, les revenus, les devises tirées de cela renforcent mon éducation, renforcent la santé publique, renforcent les infrastructures. Mais ces bailleurs de fonds-là, ils ont un argumentaire, notamment la corruption, les conflits dans certaines régions de l'Afrique. Est-ce que vous soutenez On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de souci. Il faut arrêter de se voiler la face. Simplement, il faut aussi voir qui est derrière ces éléments de conflit. On ne peut pas être à la fois celui qui se plaint d'avoir ses fonds mal utilisés, et quand on tire les ficelles, on se rend compte qu'une partie de ceux qui se plaignent appuie les déstabilisations. Parce que l'intérêt un peu malsain de certains, pas de tous, heureusement, c'est de créer une Afrique en trouble permanent. Mais c'est aussi la faute des Africains, c'est à notre faute aussi. Il faut être lucide, il faut être aussi arrêter de se plaindre et de penser que c'est la faute des autres. Effectivement. Les Africains doivent se prendre en main, savoir qu'ils ont une jeunesse extraordinaire pour demain, et donc imposer leur vue. Le développement, il n'est pas forcément en marche forcée. Il peut se faire de façon très structurée, en respectant le rythme et nos valeurs. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce que vous nous laissez aux générations futures. Quel type d'éducation on veut transmettre, quel type de développement nous voulons. Et si on fait ça, on maîtrise avec nos ressources les partenaires. Les partenaires au développement, qu'ils soient privés ou qu'ils soient multilatéraux, souvent dans les couloirs, où je suis souvent, on entend quelques responsables dire, mais
tant qu'on ne nous arrête pas, on continue. Donc c'est aussi la faute des Africains de ne pas savoir structurer et imposer leur vue. On en vient à ce secteur privé que vous représentez. Quelle est votre expérience avec les petites et moyennes entreprises? Vous qui, à travers vos voyages, êtes en contact avec les gouvernants, mais également les communautés locales. Avec les entreprises du terrain. Aujourd'hui, dans notre plateforme, notre réseau, on est à un peu plus de 32 000 entreprises aujourd'hui, de 52 pays. Il y en a 31 en Afrique, 21 hors d'Afrique. Et Africa SME Forum fait en sorte que ces entreprises-là, elles puissent trouver en leur sein, au sein du réseau, le nouveau fournisseur, le nouveau donneur d'ordre, le nouvel équipementier et les financements. Mais dans une approche d'entreprise à entreprise. Même si celle du Nord est plus dotée, plus structurée, elle reste une entreprise avec une direction, une structuration. Et celle du Sud, en tout cas d'Afrique, elle n'a pas à rougir. Ouais. Le plus important, c'est comment on solidifie les entreprises africaines. Comment on fait en sorte qu'un entrepreneur n'oublie pas qu'il est à la tête d'une société. C'est-à-dire qu'il ne confonde pas l'entreprise comme étant un bien personnel. Il est propriétaire d'une activité et il a des comptes à rendre parce qu'il a créé une société. Et la société est une personne morale qui a des obligations, qui a des objectifs et qu'il faut respecter parce qu'il y a un certain nombre de règles à avoir, notamment payer ses taxes et ses impôts, à faire la contribution, déclarer ses revenus. Bon, tout ceci rentre dans l'univers de la gouvernance, mais dans l'univers aussi de la gestion. Vous savez, souvent des entrepreneurs que j'ai connus, qui sont parfois des entrepreneurs qui n'ont pas été très loin à l'école, qui ne sont pas instruits, mais qui ont le sens des affaires, ont besoin d'avoir aussi un accompagnement de formation sur la manière de gérer son entreprise. Et ça vaut pour l'agriculteur, qui pour moi est un exploitant, c'est un entrepreneur agricole, jusqu'aux plus grandes PME. Entreprendre, c'est mettre son argent au service d'un projet, trouver des marchés pour les déboucher, accompagner ceux qui nous accompagnent, les salariés, et respecter ses distributeurs, ses fournisseurs, ses partenaires. Ça, c'est un écosystème qui doit, j'allais dire, perdurer dans une formation permanente. Entreprendre, c'est se mettre en cause tous les jours. Et en tant qu'entrepreneur, parce que je suis moi-même, il faut savoir que nous n'avons pas la science infuse et nous devons penser à nous connecter aux autres. Monsieur Dogat Dogui, il y a peut-être une dernière question. Aujourd'hui, quels sont les secteurs prioritaires pour le financement innovant? Aujourd'hui, on pense secteur innovant, financement innovant, on pense tout de suite au secteur de nouvelles technologies. On pense tout de suite, j'allais dire, à toute la partie innovation première. Les intelligence artificielle, green. Exactement. Voilà. Alors que les techniques qui ne sont pas les technologies sont des secteurs aussi à investir. Transformer son habitation, préparer la manière de se mouvoir, la manière de collecter l'énergie, la manière d'avoir de l'eau potable, tout ceci sont des secteurs qui ont besoin. Et puis je dis toujours, moi, la terre est bonne en Afrique, quasiment partout. Tout pousse ou presque. Planter, bien planter, produire de quoi nourrir la population, notamment celle des villes, qui est 50% aujourd'hui et demain 70% de la population sera citadine. Ça veut dire déjà un secteur d'innovation parce que savoir planter, les techniques agricoles s'apprennent. Comment mieux gérer l'eau, comment faire le goutte à goutte. Et puis, au-delà de planter, de l'agriculture, on passe à l'agro-industrie. Comment transformer, comment consommer ce que nous produisons et comment produire ce dont nous avons besoin pour vivre, pour éviter les importations massives qui font beaucoup de dégâts dans les devises de nos économies. Merci, Monsieur Dogat Dogui, d'avoir répondu aux questions de Gabon 24. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes Chairman Africa SNB Forum et nous étions en train de parler du financement innovant en Afrique et également dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24.